Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Ce soir, on se retrouve pour le débrief de la 37e journée de Ligue 1, l'AS Monaco qui recevait l'AS Saint-Etienne et une victoire in extremis, 1-0 sur un penalty de Fabinho. Pour m'accompagner ce soir, il y aura deux hommes. Il y aura tout d'abord Nicolas. Est-ce que Nicolas, tu peux me dire quel est notre classement ce soir ? On est deuxième. On est deuxième, on s'y attendait pas forcément, on n'aurait pas forcément misé beaucoup dessus Du en tout. début de journée. Le deuxième homme, ça sera Patrice. Patrice, est-ce que tu peux me confirmer le classement ? Oui, il me semble bien qu'on est deuxième, c'est bien ça. Attends, je vérifie. Et oui, on est deuxième. Alors, messieurs, quelle soirée. Alors, peut-être pas toute la soirée, mais en tout cas, le dénouement, quel scénario incroyable. Nicolas, je sais pas comment t'as vécu ça, mais c'était Bah, assez faux. je te le disais en off, mais moi, j'ai pas regardé le penalty, trop de pression, donc j'ai zappé. Et je suis revenu après en voyant le 1-0. Et dans le même temps, donc j'ai vu que Strasbourg avait mis deux buts en l'espace de 5 minutes à l'OL, qui nous permet de passer donc deuxième et de prendre 2 points d'avance. Donc soirée parfaite finalement après avoir longtemps couru après cette victoire et surtout après avoir longtemps cru que cette deuxième place, justement, on l'atteindrait jamais avec la victoire de Lyon pendant longtemps à Strasbourg. Oui, c'est vrai que Patrice, je sais pas si tu vas partager, mais avant le début de la journée, on était plus à regarder dans le rétroviseur et à se soucier de notre troisième place qu'à vraiment espérer récupérer la deuxième. Et là, c'est banco, quoi. Oui, c'est ça. On était déjà bien content que Marseille ait fait match nul hier sur le match avancé. Après, on se faisait pas non plus beaucoup d'espoir sur Lyon, qui était sur une série, je crois, de 8 victoires consécutives face à Strasbourg, qui est pas forcément bien en ce moment. Donc, on s'attendait plus à maintenir notre troisième place qu'à aller chercher cette deuxième place ce soir. Ouais, scénario incroyable. Alors, nous, pas tellement, je le disais, mais c'est vrai que les matchs de nos adversaires, au final, ça fait Strasbourg qui bat Lyon 3-2 et Guingamp et Marseille qui font 3 partout. Donc, beaucoup de buts, des retournements de situation et des résultats qui au final nous sont très favorables. Au-delà de ça, avant qu'on rentre un petit peu dans les détails, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de ce match, Nicolas? Bah, c'était un peu le même type de match que contre Amiens. Monaco a vite pris quand même comment dire, le jeu à son compte, même s'ils n'avaient pas la possession forcément, mais c'était une domination assez stérile. Ça essayait, mais ça rentrait pas. Après, il y a eu des sauvetages assez intéressants du côté de Saint-Étienne, que ce soit par Ruffier ou sur la ligne. On en parlera après, mais sur la ligne sur un corner. Ouais, donc c'était assez frustrant comme match, encore une fois, où bon, avec l'effectif que Jardim a à sa disposition, c'est vrai aussi que bon, ça allait pas non plus. Enfin, quand tu vois Silla en pointe, c'était pas non plus l'assurance d'avoir un gros match offensif. Ouais, alors c'est marrant que tu parles. C'était parti comme le match d'Amiens. C'est la réflexion que je me suis faite, c'est que ça a longtemps ressemblé comme le match d'Amiens et finalement ça a fini comme le match de Caen en fait avec ce but dans les derniers instants. Et au final, Patrice, ça fait deux matchs qu'on gagne un petit peu quasiment au buzzer comme ça quoi. Donc ça montre aussi une nouvelle peut-être force de caractère et une équipe qui lâche rien. Oui, c'est vrai que ça fait 2 matchs de suite qu'on fait des victoires à la lyonnaise, comme on pourrait dire. On va aller chercher les points vraiment dans limite les arrêts de jeu. Du coup, on va pas s'en plaindre, hein, parce que du coup, on a vraiment besoin de ça pour arriver à tenir au classement, parce que du coup, on a un effectif qui est un peu décimé et ça se joue vraiment au mental. Donc, on est bien content d'arriver à arracher les victoires dans les derniers instants, surtout que ça nous fait des belles émotions. Ouais, du coup, tu parlais d'effectifs, on va commencer par la composition. Euh, Au niveau défensif, on en avait parlé toi et moi dans la causerie Patrice, tu t'attendais plutôt à ce que Radji retrouve son côté gauche et à ce que Serrano retourne sur le banc. Finalement, c'est bien le jeune Serrano qui a été titularisé à nouveau par Jardim, dans une défense où on trouvait aussi sous Basile Jean Lescages, Almami Touré, Glick et Jemerson qui occupaient l'axe. Sidibé était du coup sur le banc. Du coup, t'étais surpris de ce choix-là de Jardim? Non, parce qu'un peu plus tard dans la soirée, après la causerie, on a appris que Radji n'était pas dans le groupe parce qu'il était blessé. Donc du coup, ça paraissait logique que ce soit Serrano qui soit titularisé, sachant que Jorge non plus n'était pas dans le groupe.
Donc Ouais, et côté Sidibé, défense, après et après Sidibé, voilà, Jardim dans sa conférence de presse avait annoncé qu'il pourrait jouer 20 à 25 minutes au maximum, que physiquement il n'était pas prêt à faire plus. Donc, au final, en fait, c'était les seuls 4 joueurs disponibles qui ont évolué directement au poste de titulaire. et du coup, si Sidibé était apte à jouer 20-25 minutes, Almami Touré, il était apte à jouer combien, à ton avis, Nicolas? Est-ce qu'il était Bah, apte à jouer un match de football ce soir? bon, on va dire il a été moyen, il a pas été aussi scandaleux qu'il a pu l'être cette saison, Ah mais bah bon, écoute, on va y revenir plus tard, on aura peut-être des choses à dire sur ce joueur. Mm. Euh, Au milieu, Fabinho faisait son retour de suspension, c'était logique, on s'y attendait. Il y a vraiment que les suspensions qui le tiennent éloigné du terrain. La petite surprise, c'était que c'est Kevin Ndoram qui a fait les frais de ce retour, alors qu'il restait sur deux plutôt bonnes prestations. Et Youri Tillmans a gardé sa place de titulaire. Je sais Oui, pas si. après, c'est vrai que Endoram par rapport à Tillman, c'est une position peut-être un peu plus défensive, et quant à Moutinho et Fabinho, c'est quand même beaucoup d'expérience. Je pense que c'est ça aussi qui peut rassurer Jardim dans sa composition, et Tillmans, bon, dans une position peut-être un peu plus offensive, un peu plus libérée, il est peut-être un peu plus à l'aise que quand il est plus bas. Donc pour moi, le Ouais, milieu n'était pas scandaleux. Je trouve que c'est quand même un milieu assez homogène, avec trois joueurs qui se complètent bien. La paire Fabinho-Moutinho, on la connaît. Tillmans, un peu plus devant. Moi, je trouve que c'est sa meilleure position. Jouer peut-être un peu plus offensif. Il n'a pas fait un si mauvais match. C'est un de ses meilleurs matchs, même si c'était pas encore exceptionnel. Il y a encore des sauts de concentration, mais c'était quand même pas mal ce soir. On l'a vu un peu plus en confiance sur tout ça, moi que j'ai remarqué sur cette rencontre. et du coup, pour compléter ce milieu, on avait sur les côtés, pas de surprise pour le coup, avec Ronny Lopez à droite, Thomas Lemar à gauche. Et en pointe, Moussa Silla, qui était à nouveau titularisé. Patrice, je sais pas ce que tu en penses, mais ça ressemble pas vraiment à un choix de Jardim, dans le sens où, a priori, ni Pietro Pellegrini ni Radamel Falcao n'étaient aptes à en tout cas débuter la rencontre. Ouais, ça ressemblait plutôt à un choix de Falcao de pas jouer le match, a priori. Du coup, oui, bah, vu le nombre d'absents qu'on a à ce poste-là, Silla était le joueur qui était le plus en forme et le plus apte à être titulaire en pointe. Et après son match à Caen, en plus, il avait du crédit auprès de Jardim pour être titulaire une nouvelle fois. Ouais, alors, l'affaire Falcao, l'histoire Falcao, on peut en parler tout de suite, mais ne pas le voir rentrer dans un match comme ça où on avait absolument besoin de marquer, c'est quand même assez étonnant. Je vois pas l'intérêt en fait d'avoir dans le groupe et sur le banc ce joueur si s'il est pas du tout apte à jouer. J'ai pas vraiment du coup compris ce choix-là. Je sais pas Nicolas comment tu l'as vécu toi, mais j'ai trouvé ça assez surprenant. Bah, c'est le capitaine, donc je pense que c'est assez logique qu'il soit dans le groupe, rien que pour donner aller un coup de boost à ses coéquipiers. Après, oui, c'est vrai que c'est dommage qu'on le voit pas sur le terrain. On sait tout ce qu'il a la Coupe du Monde dans sa tête, et vu ce qui s'était passé en 2014, bon, on peut comprendre qu'il se préserve un peu, mais c'est sûr que bon, normalement les intérêts du club passent avant la sélection, mais bon, est-ce que c'est clair avec ses dirigeants? Peut-être, hein, on n'est pas à l'intérieur du club. Ça se trouve, ils ont passé un accord où Falcao se ménage, et voilà. Mais bon, c'est Hmm. vrai que c'est dommage sur un match aussi important de se priver de Falcao. Ouais, puis à ce moment-là, pourquoi même être dans le groupe en fait, ils auraient pu Ouais. continuer Bah, tu mets à- qui d'autre Bah, alors, je sais que notamment Diakabi était en tribune, que Bosquilla était pas dans le groupe. Alors je dis pas que c'est de très bons joueurs, mais on a l'impression qu'on a un joueur pas apte du tout sur le banc en fait, parce que je vois pas dans quelles conditions en fait il serait rentré ce soir il, Falcao du il a, coup. il a trottiné à partir de la 75e. Ouais, bah de toute façon on a vu assez vite que à la reprise, les trois joueurs qui s'échauffaient de toute façon c'est les trois qui sont rentrés. Ouais. Falcao faisait pas partie de ces trois-là, donc on s'est assez vite douté qu'il allait pas rentrer. Donc il s'est échauffé un peu plus tard. Bon voilà, il s'avère qu'on n'a pas, au final, on a réussi à s'en sortir coûte que coûte sans lui. Et on sait pas si on le reverra à la dernière journée contre 3, et on sait peut-être tout simplement pas si on le reverra un jour avec le maillot frappé de la diagonale. Il voulait s'arrêter à 100 rencontres, c'est pour ça. Du coup, je vais vous proposer en revenant sur le match, de plutôt commencer par la fin. On a eu finalement un réveil vraiment tardif
On en parlait, on avait presque l'impression de voir ce match d'Amiens. Est-ce que vous trouvez aussi que Monaco ce soir s'est réveillé un peu tard et a commencé à passer la seconde un peu tard? Je sais pas, Patrice, ce que t'en as pensé, toi. Non, oui, je pense qu'on peut aller jusqu'à la 70e minute et dire qu'il s'est pas passé grand-chose. Mis le pied sur le ballon, j'ai vraiment l'impression que Saint-Étienne n'a eu que quelques contre-attaques. Et c'est nous qui avons eu les occasions ou les séquences dangereuses proches de la surface de Saint-Étienne. Mais Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange d'attendre aussi longtemps. Alors, peut-être que les Stéphanois ont marqué le coup physiquement et que ça nous a permis peut-être plus facilement d'évoluer. Mais c'est vrai que c'est dommage de jouer que 20 minutes sur un match. Ouais, c'est vrai que tu parles d'à peu près une vingtaine de minutes, ça coïncide à peu près avec les rentrées notamment de Ghezal et Sidibé. Alors, est-ce que c'est ces deux joueurs-là en particulier? Un autre fait de jeu aussi, c'est que Saint-Étienne est repassé à 4 derrière après la blessure d'un de ses défenseurs, Gabriel Silva. Et du coup, ils avaient plus, ils ont fait rentrer Selnes qui est plutôt un milieu. Tu l'attribues à quoi, toi, Nicolas, cette fin de match où Monaco s'est enfin lâché? Est-ce que c'est vraiment mental et le besoin absolu d'aller chercher d'aller chercher un but pour aller chercher des points, ou est-ce que il y a aussi des circonstances et des choix de match qui font que ça tourne bien? C'est vrai que la double entrée de Sidibé Ghezal a fait du bien. On a vu un Sidibé notamment un peu plus offensif que Touré. Mais sinon, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein, cette rencontre, elle était dominée de façon stérile par Monaco, sans se créer forcément beaucoup d'occasions. Mais on a vu qu'en deuxième période, ça commençait un peu à, à s'approcher du but et ces occasions coup sur coup, donc à partir de la 70e, c'est sûr que quand t'as envie d'enfoncer le clou et d'aller chercher le but. Euh, on a vu que le jeu s'est déroulé largement plus sur la droite en deuxième période. Serrano était un peu cramé à partir des changements à l'heure de jeu. Donc c'est peut-être aussi oui cet effet des remplacements qui a fait que, notamment Sidibé. Moi je trouve que Sidibé a fait une entrée plutôt intéressante et qu'il a un peu boosté les phases offensives monégasques. Ouais, pour revenir sur Sidibé, il a notamment une belle occasion à la 79e sur une déviation de Silla, une occasion où du coup il frappe, il vise la lucarne, ça passe au-dessus de l'arête, on va dire, de Stéphane Ruffier. C'est une des belles situations où on l'a retrouvé. Et c'est vrai que je pense qu'en 20 minutes, il a montré déjà plus que qu'Almami Touré. Alors je sais pas, c'est pas forcément ça qui a fait tourner le match, mais c'était quand même. On on l'a vu volontaire, on l'a vu motivé. Je sais pas si c'est la présence de Didier Deschamps éventuellement qui a pu le Et de motiver, mais Debuchy en face. ouais, voilà, il a fait un meilleur match que de Buchy déjà. Donc voilà, à côté de ça, il y a dans cette période-là quelques belles occasions aussi. Dès la 71e minute, j'ai noté, là, il y a la tête de Gemerson sur un corner de Lemar qui est sauvé sur la ligne par Bamba. Alors, Patrice, je sais pas si toi tu la vois dedans, dehors, on n'a pas très bien vu, mais moi vraiment sur cette action-là, j'ai cru très très fortement au but. Bah, pour moi, sur cette action, sur les premières images qu'on a eues, on ne voit pas, parce que du coup, la caméra est pas forcément bien située pour arriver à nous faire voir. Par contre, sur la caméra qui est sur le poteau de corner, on arrive plus ou moins à voir que le ballon est quand même bien avancé derrière la ligne. Après, à savoir est-ce qu'il est rentré ou pas, s'il n'y a pas la goal line technology pour nous le valider, c'est impossible à dire. Donc, bon, on va dire qu'il a été sauvé sur la ligne par Bamba, parce que du coup, au final, ça change pas grand-chose au résultat, mais ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu, on aurait pu le regretter. C'est vrai qu'on n'a plus de Gunline Technology suite aux Au espèces bug. d'armes, ouais, aux bugs, aux imbroglios de la société qui gérait ça de façon assez dilettante et assez amateur. Il y aura un changement de société, je crois, l'an prochain. Il me semble que c'est Hawkeye qui va reprendre ça. Bon, voilà, toujours est-il que c'était une des belles occasions je sais pas ce que tu as pensé, Nicolas, mais j'ai trouvé que les coups de pied arrêtés ont été globalement pas trop mal tirés ce soir. On a eu quelques belles situations. Ouais, on a été dangereux que ce soit sur corner ou sur coup franc avec Moutinho et Lemar. C'est plus à mettre au crédit de Moutinho qui a réussi Mm. à lever ses corners, c'est plutôt pas mal. Lemar aussi a fait des coups francs pas mal.
Enfin, pas tous, hein, en première Bah, période, je crois celui-là, qu'il... notamment, c'était lui. Ouais. Ouais. En première période, il en a raté un, je pense, un ou deux. Oui. Mais oui, on était dangereux sur ça. Et puis aussi Au tout début de match, ouais. ouais, l'action qui amène le super double arrêt Ouais. de Ruffier. Là, donc c'est un coup franc de Lemar au 28 mètres. Et repoussé dans l'axe par Ruffier. Et s'il arrive et tire malheureusement sur Ruffier, mais qui sera un super barré réflexe aussi. Et donc c'est sur ces phases qu'on a su être dangereux. Alors, sachant que là, le coup franc, je trouvais, était quand même assez mal tiré de Thomas Lemar. Ouais, mais le ballon a une sale trajectoire. Ouais, On voit qu'il est à peu près à contre-pied et qu'il se rattrape comme il peut. Mais le deuxième arrêt est de toute beauté quand même. Ouais, par contre, le deuxième arrêt, alors est-ce que Silla peut et doit mieux la mettre, c'est toujours difficile à dire, mais là c'est aussi une occasion où on n'arrive pas à comprendre comment on la met pas au Oui. fond, et là C'est c'est la 83e minute et on commence à se dire ça va jamais rentrer quoi. Ah, moi je me suis dit ça, moi je vois ça, je me dis purée, ça va jamais rentrer quoi. On va finir sur un vieux 0-0 encore une fois et voilà, on va encore se faire des frayeurs à la dernière journée. Mais bon. Et ouais, mais il fallait bien que ça tourne dans le bon sens, et c'est ce qui est arrivé à la 90e minute. C'est Thomas Lemar qui est sur son côté gauche et qui, une fois n'est pas coutume dans ce match, a mis un peu de bonne volonté, un peu d'engagement, qui fait un centre-tir très dangereux, qui est sorti par Ruffier. Et là, Thomas Lemar qui va, alors au basket, on dirait qu'il va prendre son propre rebond. Il va récupérer la balle, et Debuchy qui est, alors, au lieu de dégager dans le ballon, qui dégage dans Thomas Lemar. Et là, je sais pas ce que t'en as pensé, Patrice, mais penalty assez indiscutable a priori. Oui, cette fois-ci, là, il n'y a rien à dire. Il y avait bien penalty. Il y a pas... De toute façon, les Stéphanois n'ont pas non plus dit grand-chose suite à l'action, hein. Du coup, le C'est vrai penalty est logique et ça nous soulage bien d'avoir un penalty à ce moment-là. il y a eu quelques situations plus ou moins litigieuses dans le match, alors notamment Kevin Théophile Catherine qui a fait un peu on ne sait pas tellement s'il est venu pour jouer au foot ou pour faire de la lutte gréco-romaine ce soir, mais il a quand même une belle faculté à faire à mettre- faire des fautes qui sont pas assez évidentes pour être sifflées, mais qui gênent bien les attaquants, quoi. Ouais, bon, la première pour moi elle est quand même Mm. assez évidente. On voit qu'il lui met un stop quoi. Il met un stop à Lopez. Bon, il a plus le ballon en contrôle, mais ça se siffle, ça peut largement se siffler. Le deuxième sur Sidibé dans le coup dans la gorge, bon ça c'est peut-être un peu moins flagrant et Sidibé a toujours tendance un peu à en rajouter quand il est dans les 16 mètres, donc ça joue en sa défaveur. Mais le premier, oui, clairement, pour moi, il doit le siffler. Voilà, et en tout cas, bon bah Même avis pour moi. voilà, ça a fini par payer. Et franchement, et là c'est Thomas Lemar qui a vraiment été chercher ce penalty. Et là on a Fabinho qui, si je dis pas de bêtises, a jamais raté en Ligue 1, qui tire pas si souvent que ça vu qu'il est deuxième derrière Falcao. Mais je pense que son seul raté chez nous c'était à Dortmund. Alors C'était à Dortmund, ouais. Patrice, toi qui es l'homme des stats Mm. et des données, tu pourras me confirmer ça. Oui, c'est ça, il a jamais raté en Ligue 1. C'était son 17e penalty en Ligue 1 et bah, il a mis 17 buts sur penalty. Donc bah alors on était plutôt du coup assez serein, sauf toi Nico, du coup t'as pas regardé, donc Non. je vais pas te demander de le décrire, mais Patrice, un penalty très très bien tiré, contre-pied, probablement imparable, même si Ruffier était allé du bon côté. Oui, de toute façon, on avait vu surtout les pénaltys qu'a pu tirer Fabinho à Monaco. Il la met vraiment où il veut, hein, parce que du coup, même en Panenka, il nous l'a fait une fois. Ouais, Il est au vraiment Parc des très Princes, j'y très bon étais. dans cet exercice. Et donc du coup, il sait en plus, à mon avis, où plongent régulièrement les gardiens pour leur mettre du bon côté, ce qui ne tire pas toujours du même côté. Et là, du coup, il est imparable, parce qu'il est vraiment, comme d'habitude, à ras le poteau. Voilà, et du coup ça fait 1-0 pour Monaco. En parallèle, le commentateur sur Canal nous apprend que Strasbourg a égalisé. Entre le moment où la faute est sifflée et où le pénalty est marqué, en fait. Donc vraiment la tension qui monte à son paroxysme. Et alors, je sais pas si vous avez fait comme moi, mais moi, dès que le coup de sifflet final a été donné à Monaco, j'ai basculé sur le match de Lyon. Et là, qu'est-ce que je vois? Strasbourg qui célèbre même un troisième but. J'entends un speaker qui dit Dimitri Liénard. Alors là, j'étais. Alors, c'est vrai que Rome nous l'a fait
nous l'a signalé, ça fait pas forcément une énorme différence au classement que Lyon ait même pris 0 points, mais ça a entériné le fait qu'en tout cas, ils ne gagneraient pas à Strasbourg et qu'on allait récupérer cette deuxième place. Donc, bah, c'était vraiment 5 minutes parfaites pour nous. Ouais, ça change pas grand-chose. Je suis pas d'accord, quoi. Maintenant, on est deuxième avec 2 points d'avance. Maintenant, on a repris l'avantage sur Lyon. Le dernier match à 3, t'as tout entre tes mains, quoi. T'es Non, mais plus ce que ça change mathématiquement, c'est que, enfin, le seul cas que je vois, c'est si on perd à 3 et que Lyon fait match nul, on reste devant, alors que ça aurait pas été le cas s'ils avaient fait Et que match nul ce Marseille ne soir. mette pas une grosse branlée. Donc Il y a même bon, risque, du coup, ils nous remontent au nombre de points et au goal average, ils sont pas si loin que ça non plus. Ouais, bon, Amiens, ouais. la quatrième défense du championnat, c'est pas non plus des clowns. Puis comme l'OM aura perdu la finale de Ligue Europa, ils auront quand même un peu la tête dans le seau. On peut, en tout cas, on le souhaite. Du coup, on en a déjà parlé, mais si on remonte un petit peu si on remonte un petit peu en arrière, si on prend la DeLorean pour remonter un peu le fil du match, on l'a déjà dit, c'était un match longtemps sous contrôle, mais assez stérile finalement avec je sais pas ce que t'as pensé Nicolas, mais un Saint-Étienne qui avait vraiment l'air d'être venu pour bien défendre, pour pas prendre de risques et pour bah, éventuellement si on pouvait en placer une petite en contre-attaque, on n'allait pas se gêner quoi. Ouais, mais ils ont eu la possession à la fin de la première mi-temps. On est à 58-42 pour Saint-Étienne en termes de possession. Ils ont tenté autant que Monaco. Ils avaient cadré un tir en première période, je parle, alors que Monaco n'avait pas cadré. Donc bon, Saint-Étienne, c'était toujours un peu l'équipe avec laquelle on avait du mal. À l'aller, ça s'était très bien passé puisqu'on avait gagné 0-4 à Geoffroy Guichard, et en deuxième partie de saison, ils ont vraiment repris du poil de la bête. C'est vraiment une équipe dangereuse. Donc oui, moi je m'attendais à un match assez difficile, ça s'est vérifié. Ils ont quand même des joueurs assez techniques. On voit que Jean-Loup Gasset est un peu plus joueur que son prédécesseur et notamment Christophe Galtier. Donc bon, c'était quand même une équipe avec laquelle il fallait faire attention. Donc oui, Hmm. Saint-Étienne bien organisé, mais aussi qui a su profiter des espaces laissés par Monaco, notamment en contre. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai trouvé c'était un vrai paradoxe cette histoire de possession dont tu as parlé, parce que je trouvais que visuellement on avait l'impression d'un Monaco qui avait souvent le ballon, qui mettait en place ses attaques, qui n'était pas inspiré mais voilà, qui gérait le ballon. Euh, c'est vraiment l'effet visuel que ça me faisait, et en même temps moi aussi j'ai vu ces chiffres de possession qui étaient plutôt à l'avantage de Saint-Étienne. Je sais pas si toi aussi t'as vu un décalage ou pas de ce côté-là, Patrice, mais ouais, c'est pas les chiffres, moi, reflétaient pas ce que je voyais en tout cas. Oui, ça donne la même impression qu'on avait plus souvent le ballon que Saint-Étienne. Mais il faut dire c'est que quand Saint-Étienne récupérait le ballon, ils avaient tendance à faire tourner énormément Mm. le ballon derrière, Ouais. parce qu'ils n'arrivaient pas à passer notre bloc. Et du coup, en fait, c'est pendant ce temps-là qu'ils ont récupéré de la possession, mais qui était complètement inutile, parce qu'elle était dans leur propre surface. Alors que nous, quand on a eu le ballon, c'était dans leur camp et on essayait justement de rentrer dans leur zone, qui était compliquée avec leurs 5 défenseurs. Ouais, bah, moi aussi, c'est un peu la conclusion que j'ai tirée. Je me suis dit, ils ont fait beaucoup de passes finalement parce que ils étaient pas du tout dans une optique de balancer. Ça, c'est assez vrai. Ils ont toujours essayé de ressortir proprement, avec pas mal de flottements, surtout en début de match. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'échanges du coup entre les trois centraux et Ruffier notamment. Donc je pense que c'est de là que vient ce chiffre de possession assez élevé. Et je disais pas mal de fébrilité parce qu'il y a quand même eu quelques situations sur des erreurs ou des approximations de Saint-Étienne. Je pense notamment dès la 4e minute à une passe en retrait mal assurée de Gabriel Silva avec une opportunité pour Moussa Silla. Je sais pas ce que tu en as pensé Nicolas. Est-ce qu'il peut faire mieux ou pas sur cette action? En tout cas, bon, il y a une vraie bonne anticipation de sa part. Mm. Niveau finition, c'est peut-être pas encore au rendez-vous. Sa course est assez bizarre puisqu'au lieu de rentrer directement vers l'axe et donc pour se présenter de la meilleure des façons face à Ruffier, il reste sur un peu excentré et du coup on voit que bon il y a aucun soutien et il hésite à frapper et au final il se retrouve dans une position très très excentrée et je crois que c'est Debuchy qui arrive et qui finit par Mm. contrer.
Ouais, il était un peu perdu sur cette action, mais c'est surtout sa course, je pense qu'il l'a desservi. Et il s'est pas assez bien mis dans l'axe pour pouvoir s'offrir une meilleure chance de marquer, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il a plus le réflexe de, bah, comme tu dis, de partir, enfin il cherche à partir pour centrer et puis il voit après qu'il y a personne dans Mm. l'axe. Et là, du coup, il est mal placé et c'est compliqué de corriger sa trajectoire. Et maintenant, il peut quand même frapper avant, mais l'angle est tellement fermé que je pense que ça aurait été compliqué de la mettre au fond, quoi. Ouais, et puis il a pas la lucidité de faire un crochet, il voit pas Debuchy revenir, mais il a pas encore cet instinct de tueur, quoi. Bon, il est jeune, hein. Mm. Et du coup, une Pour, physionomie de... Ouais, vas-y, Patrice. pour moi, il s'excentre volontairement pour aspirer justement le défenseur qui est à côté de lui, pour justement laisser de la place au centre pour la mettre en retrait. Parce qu'on voit bien qu'avant de frapper, il regarde quand même au centre pour voir si Mm. Mm. quelqu'un a suivi. Malheureusement, personne n'a suivi l'action. Donc je pense que c'est vraiment volontaire de sa part de s'excentrer pour vraiment laisser le champ libre à un partenaire pour pouvoir faire la passe à rentrée, qui est quand même la meilleure solution que de frapper directement sur le gardien. Ouais, bah, je pense qu'on est tous du coup un peu d'accord sur cette action et globalement on va avoir une physionomie de la première mi-temps voire même des 70 premières minutes où on tourne beaucoup autour de la surface et on a essayé aussi quelques frappes lointaines mais on n'a pas vraiment de qualité dans ce domaine-là, on n'a pas vraiment les joueurs pour en fait quoi. J'ai l'impression On, on a on a Tillmans. vu bah, Tillmans, on n'a encore pas vu. Il a dû Non. essayer une fois ou deux. Ouais. Moutinho aussi a essayé, mais c'est vrai que c'est une arme pour. Enfin, Lemar aussi a essayé, mais alors lui a complètement dévissé Fabinho deux aussi a frappes dévissé. croisées. C'est une arme qui peut être utile dans ce genre de match et qu'on n'a pas vraiment, Patrice. Non, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas autant essayé au tir de loin, parce que d'habitude on en fait un voire deux par match, on en a eu quand même pas mal. Ce qui vient du fait aussi qu'il y avait bon 5 défenseurs en face et du coup on n'arrivait pas à rentrer dans la surface, donc forcément le tir de loin est une solution. Mais on voit bien qu'on le réalise pas souvent parce qu'aucune n'était cadrée finalement, elles étaient tous au-dessus ou complètement dévissées et ça n'a pas amené du danger malheureusement. Ouais, voilà, donc on s'en est longtemps remis à la fois aux erreurs des Verts, aux coups de pied arrêtés, et puis à des espèces de frappes lointaines, ou même parfois des centres, mais qui amenaient pas tellement de danger dans la surface, et ce qui a donné un match stérile. Est-ce que tactiquement, tu penses, Nicolas, que cette défense à 5 nous a vraiment déstabilisé côté Saint-Étienne, à la fois dans la relance où c'était compliqué de presser, notamment pour Silla qui était seul, et puis même en phase offensive où toujours le petit Silla avait du mal à exister. C'est plutôt notre tactique qui était pas la bonne avec Silla tout seul face à ce genre de défense. Déjà Cacan il en avait un peu bavé tout seul et je crois qu'il a pas assez l'expérience pour pouvoir se défaire de ce genre de défenseur. Mais non, la tactique de Saint-Étienne, finalement, on l'a dit, hein, on s'est quand même bien approché de la surface. On a fait quand même 38 centres. C'est le manque de présence clairement dans la surface qui a déjoué, qui nous a pas permis de marquer plus tôt. Et aussi le manque de solutions. On voyait que les centres en retrait, il y avait souvent personne. Alors est-ce que les milieux de Monaco étaient trop bas par rapport finalement à la physionomie du match, puisqu'on dominait, on arrivait bien à être dans leur camp, mais ils montaient pas assez Mm. pour se présenter face au but. Ouais, c'est vrai que notamment Fabinho, Moutinho n'ont pas forcément ce réflexe d'aller se projeter dans la surface pour apporter un peu plus de présence et arriver couper des centres en retrait, des passes en retrait, récupérer des deuxièmes ballons et éventuellement pouvoir les conclure, Patrice. Non, c'est des joueurs qui restent plutôt à l'extérieur de la surface pour prendre à la rigueur des ballons qui pourraient ressortir. C'est-à-dire que quand un de nos joueurs déborde et centre, c'est pas le genre de joueur qui va aller au second poteau pour apporter le surnombre. Et du coup, Silla s'est régulièrement retrouvé tout seul dans la surface. Et c'est très compliqué pour lui avec trois défenseurs qui sont plus très bons de la tête pour arriver à avoir un ballon. Donc c'est vrai que c'est dommage, il nous manquait de la présence dans la surface tout simplement. Et c'est vrai que la tactique était pas forcément la bonne, mais bon, je pense pas que Jardim s'attendait à avoir cette compo en face de la part de Gasset. Et toujours d'un point de vue tactique, un autre aspect sur lequel je trouve on a eu beaucoup de mal, c'est la défense sur le côté droit.
notamment en première mi-temps où Gabriel Silva, qui était du coup le latéral gauche, jouait très très haut. Et j'ai trouvé que, pour ma part, Almami Touré avait l'air perdu entre Gabriel Silva et Paul-Georges Ntep. Il savait pas où se placer entre les deux. Mauvaise communication avec Ronny Lopez. Ils ont eu beaucoup de mal de ce côté-là et il y a pas mal de situations qui sont arrivées de ce côté-là aussi, quoi. Ça passait très facilement. Euh, on voyait que Cabella il distribuait très bien et que ça passait donc en relais. Donc Saint-Étienne partait de derrière, ça relayait au milieu, hop, ça changeait de côté avec des longs ballons. C'est vrai que ça arrivait assez facilement, mais mine de rien, Ntep on l'a pas vu. Je veux dire sur Ah oui, le, ça. ils ont pas su profiter non plus de ses erreurs, puisqu'après Glick faisait quand même le glissement et Fabinho aussi venait aider. Mais oui, la première passe, oui, il y avait souvent des trous de ce côté-là. Et Lopez, tu parlais de Lopez, il était souvent lui aspiré justement au milieu pour dans l'axe. Du coup, ça libérait beaucoup l'espace ensuite sur le couloir, quoi. Ouais, alors notamment, moi j'ai un souvenir vers la 15e minute, Cabella qui est trouvé en retrait par Gabriel Silva. Il dévisse complètement sa frappe, mais Touré est complètement aux fraises. Gabriel Silva est tout seul pour déborder, ajuster son centre. C'est la plus grosse occasion qu'il y a eu dans ce domaine-là, mais il y a des situations quand même assez compliquées à gérer pour Almami, quoi. Et il y a aussi, alors, à la 29e, il se fait mystifier par Gabriel Silva qui frappe pied droit. Bon, c'est pas une frappe hyper dangereuse, mais il a vécu un match quand même compliqué, quoi. Ouais, bah, ça s'enchaîne, hein. Euh, à côté de ça, Saint-Etienne, ils ont quand même eu de belles occasions dans ce match. Et on a, pour une fois, on va pas le dire beaucoup, on l'aura pas dit beaucoup dans la saison, mais on a quand même un Subasic qui nous a sauvés à de nombreuses reprises. Moi, j'ai notamment deux situations en tête. Une contre-attaque avec un tir je crois que c'est Bamba qui tire et que ça tape dans le talon de Subasic. Et puis il y a la petite enroulée de Cabella aussi. Les deux occasions doivent être en deuxième mi-temps. Cabella qui mystifie Glick et qui enroule et s'est sauvé par Subasic. Ce soir, le gardien croate nous a clairement sauvés, Patrice. Oui, bah, il nous a fait de très beaux arrêts, comme tu as dit, sur la frappe de Bamba et surtout sur l'enroulé de Cabella qui aurait pu être très dangereux. Ça fait quelques matchs où il revient bien, où il fait de très bons arrêts, où on a très peu de choses à lui reprocher. Bien que moi, il m'a quand même fait peur en toute fin de match. Ah oui. Glick lui met un ballon en retrait où il va chercher très loin et il nous fait une relance à la Loris. En plein acte, je me suis dit à tous les coups, il y a un joueur stéphanois qui va nous faire une frappe de loin dans les cages. Mais heureusement, ça a été récupéré par un monégasque. Mais au-delà de ce petit épisode, Subadjic nous fait du bien en ce moment parce qu'il est décisif sur les frappes adverses et il nous permet de gagner des points. Ouais, moi dès le début de match, je l'ai trouvé par exemple, j'ai bien aimé je l'ai trouvé Sur présent les corners. sur des corners, ouais, Ouais, exactement. pareil. Je me suis fait la réflexion et je me suis dit, ah bah ça fait plaisir, c'est pas des trucs qu'il fait toujours. Et voilà, et ça s'est confirmé aussi avec des beaux arrêts en seconde mi-temps. J'ai pas recherché sur toute la saison, mais c'est peut-être son meilleur match sur la saison, Nicolas. Je sais pas si t'as Ouais, un mais moi j'ai eu souvenir. la même réflexion quand je l'ai vu sortir sur les deux premiers corners. C'est vrai, comme tu l'as dit, il a pas l'habitude de le faire. Bon, peut-être qu'il fin de saison, il a repris confiance en lui. Et voilà quoi, ça fait du bien. Il arrive à son niveau au meilleur des moments. C'est vrai qu'il nous sort deux arrêts. La frappe de Cabella, elle est un peu croquée quand même, son enroulé. Je pense qu'il peut mieux la mettre, il doit mieux la mettre. Mais Hmm. bon, Mais il y a quand Subasic, même une belle horizontale de Subasic, je crois. ouais, surtout il la met sur le côté, il la renvoie pas dans l'axe. Donc ouais, il fait un bel arrêt, mais la frappe de Cabella, je l'ai trouvé un peu trop facile à lire, quoi. Tu Ouais. vois, c'était pas non plus un arrêt de dingue. J'ai préféré l'arrêt sur Bamba quand il est un peu près à contre-pied et qu'il arrête du pied là. Ouais. Bah, du coup, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. À l'unanimité, c'est le top du match. On l'a tous les trois élu top monégasque de la rencontre. Et il nous a vraiment maintenu à flot. On en a déjà parlé, mais quelle note vous lui avez donné du coup pour conclure sur Subasic? Patrice, si on commence par toi. 6,5. 6,5, Nicolas. Pareil.
Et pour moi, ça sera un 7. J'ai été encore plus Ça se généreux lâche. que vous. Bah, du coup, on va en profiter pour passer, pour continuer sur la partie évaluation. Euh, et après le top, forcément vient le flop. Là, il y a petite différence entre nous. Patrice et moi, on a opté pour Almami Touré. Alors Patrice, je vais te laisser commencer. Raconte-nous un petit peu quel genre de match nous a fait Almami Touré ce soir. Alors après, c'est pas non plus un gros flop qui nous fait, c'est plutôt le joueur qui était le monégasque le moins bon sur le terrain, je dirais. Parce qu'il n'a pas non plus fait des erreurs qui étaient dramatiques. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, le fait que Saint-Étienne joue en 5-3-2, il a eu énormément de mal à se positionner, du coup il était très haut sur le terrain, et du coup entre Silva et Ntep, il avait du mal à savoir quel était son marquage, et il s'est souvent fait prendre dans le dos. Heureusement pour nous, ça n'a pas été dangereux. Après, il a eu quelques pertes de balles qui sont malheureuses. Finalement, même s'il était haut sur le terrain, il n'a pas apporté énormément. On l'a pas vu énormément centrer ou faire des débordements et des 1-2 avec Ronny Lopez. Donc pour moi, c'est surtout voilà, le joueur qui était le moins intéressant de notre côté. Et surtout, c'est du moment que Sidibé est rentré sur le terrain, on a vu Ah, on a toute vu la la différence différence. entre un vrai latéral et Touré. Voilà. Et quoi? Même Serrano a fait une meilleure partie. Oui, je suis d'accord. Mais et oui, bah au final, c'est quand même pas un très beau portrait que tu brosses sur Touré, donc je sais pas quelle note tu lui as mis du coup. 4,5. Ouais, moi je suis même allé à 4 parce que j'ai vraiment pas trouvé grand chose de bon. Il a vraiment douillé défensivement et puis offensivement c'était pas génial non plus. Il y a quand même il y a des passes ratées, il y a des centres très moyens. Nico, t'avais l'air un peu plus clément sur lui. Je sais pas si tu veux lui faire un Bah, petit compliment pour le sauver. il s'est pas distingué comme il a pu le faire, distingué négativement comme il a pu le faire dans d'autres rencontres. On va dire que sa rencontre, oui, bon, elle est pas très bonne, mais c'est pas non plus la catastrophe. Euh, donc voilà, moi je lui ai mis un 5. Je lui ai mis un 5 parce que voilà, j'ai trouvé que, je vous complète, hein, je vous rejoins totalement, mais c'est plus moi sur Lopez que j'ai plus de griefs ce soir. Ouais, donc on enchaîne avec ton flop à toi, c'est Ronnie Lopez. Ouais. Euh, du coup, vas-y, bah, qu'est-ce que t'as pensé de son match? Bah, depuis deux trois rencontres, on le voit moins. Bon, il a fait une super série où il marquait à tous les matchs. Et là, je le sens je le sens moins décisif. Il est moins décisif de toute manière. On l'a vu cette frappe qui est repoussée du bout du pied par Ruffier, où ça d'habitude ça rentrait. Et même dans la qualité de sa frappe, on voit elle part bien. Elle part pas bien justement. Elle est toute écrasée, alors que ça, il y a un mois ou un mois et demi avant, ça faisait but. Et il apporte moins de danger aussi dans le jeu. Juste, peut-être c'était l'absence de CDB aussi qui le met moins en valeur. Puisque CDB est plus porté sur l'offensif, il redouble plus les places, il fait un travail un peu plus collectif et Touré reste un peu plus dans sa position défensive. Donc c'est peut-être un tout qui fait que Lopez est moins en vue, mais je trouve ça dommage. C'est justement dans le genre de match où il y a pas mal de cadres qui sont sur le côté que moi je m'attends à voir le Ronny Lopez qu'on a brossé cette saison, un joueur qui est monté en puissance. Donc sur cette fin de saison, je suis un peu déçu. Et tu lui as mis? 5. Bah, moi, j'ai mis 5 aussi. J'ai trouvé que c'était un match assez moyen de sa part, mais bon, il y avait un peu d'activité. Il y a eu une belle occasion où il fait un bel appel. Malheureusement, la finition, il tire vraiment plein axe sur le pied de Ruffier. Donc ça, c'était dommage, mais voilà, c'est de toute façon la série où il marquait à tous les matchs, elle est malheureusement terminée. On a un Lopez un peu plus terne maintenant, mais ça reste à un niveau à peu près correct. Patrice, pour terminer sur lui, toi, combien tu lui as mis? 5 aussi. Bah voilà, on est tous d'accord. C'est sûrement pas le genre de match qui va lui permettre de tamponner son billet pour la Coupe du Monde. Ça risque d'être compliqué pour lui. Mm. Du coup, repartons de derrière. On a déjà fait Subasic, on a déjà fait Touré. Le prochain, c'est Kamil Glik, qui est quand même sur une passe assez compliquée ces derniers temps. C'est plus le Kamil Glik impérial.
Moi, j'ai encore trouvé. Alors ce soir, il n'y a pas eu de gros duel à livrer. L'opposition en termes d'attaquants de pointe était quand même pas très relevée. C'était plus des attaquants fuyants comme Ntep et Bamba. Donc sur cet aspect-là, la charnière était, ils ont joué en charentaise, hein. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé de la fébrilité. Euh, Patrice parlait notamment de la passe en retrait très moyenne à Subasic. Pour moi, elle est vraiment du côté de Glick, celle-là. Il y a cette occasion où il se fait complètement avoir par Cabella. À son crédit, j'ai une bonne intervention sur Amouma en fin de match. Mm. Mais globalement, je le trouve quand Mm. même encore très moyen. Je lui ai mis un 5. Et toi, Nicolas, qu'en as-tu pensé? Moi, la charnière, j'ai trouvé plutôt rassurante. J'ai mis, que ce soit Glick et Jefferson, j'aurais mis un 6. Glick a fait le job, peut-être un peu mieux que les dernières rencontres que j'ai regardées. Mais non, je l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ça. Bon, il s'est fait avoir deux, trois fois, mais ça arrive dans un match sur 90 minutes et tu te fais avoir deux, trois fois, quoi. Ça reste l'acceptable, justement. J'ai trouvé qu'il a rassuré en termes physiques au niveau aérien, il a quand même tout pris. Euh, Aussi en termes offensifs, il est quand même allé au charbon sur les phases, sur les coups de pied arrêtés. Mais non, plutôt pas mal, ouais, un 6, donc c'est convenable. Patrice? De mon côté, je te rejoins, Boris, je lui ai mis aussi 5. Je trouve pareil, même si c'est mieux que sur les derniers matchs, on est loin de ce que Geek nous a déjà montré par le passé. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas une opposition très importante, parce que Ntep partait sur le côté, Bamba aussi, il s'écartait énormément, donc du coup, il n'avait pas de duel constant à avoir. Ouais. Et il m'a aussi fait peur à un moment donné sur une action où il tente de jouer le hors-jeu en remontant Oui, bah, c'est l'action de Bamba, je Sur crois. Bamba, sortant ouais. d'un coup et en laissant du coup Bamba qui fait un beau crochet sur Touré. Et heureusement derrière, il n'y a pas but, mais euh, son, sa décision en tout cas aurait pu être très dangereuse avec Glick pour le coup. Mais Glick, en fait, son jeu, il est très simple, c'est du physique et dégagé. Il a rempli sa. Je vois pas pourquoi là sur ce match vous le voyez un peu plus fébrile. Euh... Je suis Bah, pas c'est trop un d'accord avec vous. sentiment, quoi, parce que, alors effectivement, Mais il a toujours joué comme ça. bah, je trouve pas. Je trouve que d'habitude, en Ligue 1, Glick, jusqu'à, enfin, en tout cas la saison dernière et même sur le début de saison, c'était de la sérénité. Alors, il dégage le ballon, mais on le sent jamais trop sous pression. On sent que dans les duels, il est présent. Et là, je sens pas ça en ce moment chez lui, quoi. Je le trouve, je sais pas, je le trouve pas aussi fiable. Voilà, ce soir, l'opposition, elle n'était pas vraiment sur les attaquants de pointe, encore une fois. Donc, c'est normal, entre guillemets, que face à des Bamba et des Ntep, ils prennent les ballons de la tête. Et à côté de ça, ouais, il y a quand même deux, trois situations où il est très très limite et où ça passe pas loin de faire but à chaque fois. Donc bon, c'est pas, voilà, c'est raisonnable. Peut-être que retrouver Jemerson lui a fait du bien. Nicolas, t'en as déjà parlé. Je trouve aussi que Jemerson a fait un bon match. Moi, j'ai mis 5,5. Le highlight, c'est presque cette occasion de la tête sur le corner qui est tout près de faire but. Patrice, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de notre ami brésilien? Pareil, je lui ai mis 5,5. Je l'ai trouvé surtout bon offensivement. C'est vrai que sur deux corners, il se met en évidence. Un où il saute pas assez haut pour prendre le ballon et du coup c'est pas cadré. Et puis comme tu l'as dit sur ce corner où le ballon est repoussé sur la ligne par Bamba. Et après défensivement, il n'y a rien à lui reprocher. J'ai pas Ouais, souvenir d'une action ils n'ont pas eu où il a sauté. énormément de travail à faire en défense centrale. C'est pour ça aussi que je monte pas très très haut de mon côté, parce que voilà, ça manque. Bah, c'était pas le match le plus compliqué non plus pour eux. Il fallait être concentré, mais Même, même réflexion pour moi, du coup, c'est pour ça non plus que mes notes ne montent pas haut pour les défenseurs centraux, parce qu'on les a très peu vus finalement. voilà. Bon, Patrice, il va falloir que tu arrêtes de copier mes notes par contre, parce que ça commence à. Et il faut que tu trouves ta personnalité, Patrice. Pour terminer sur la défense, le jeune Julien Serrano qui enchaînait une deuxième titularisation. Nicolas, on le confirme en tout cas que c'est un joueur de. Ça On ressemble à devait un le dire. joueur de Ligue 1 correct à minima. Bah, si tu compares par rapport à Georges, moi je le trouve plus rassurant, on va dire. Physiquement, on a vu quand même qu'il a commencé à baisser en milieu de seconde période. C'était un peu difficile pour lui
pour lui sur cette fin de match, mais plutôt pas mal, un peu naïf sur le début quand même sur les duels. On voit Mm. qu'il y va franco et Il y va qui franco, ouais. ouais, il se prend il se prend le carton assez vite. Donc là, je me suis quand même un peu inquiété. Je me suis dit oula, si il va peut-être pas finir le match, ça va être assez dangereux. Mais bon, il prend pas de risque aussi dans son jeu, hein. C'était soit Lemar, soit Moutinho. Ses centres, c'est pas mal, mais ça... allez, c'est encore et encore de l'amélioration. Il centrait pour centrer, sans pour cela, des fois, voir s'il y avait vraiment des gens pour couper ses centres, mais plutôt sérieux, ouais. Bon, pour finir la fin de saison, ça va, mais il faudra voir l'année prochaine ce qu'il en est. Et tu lui as mis. Je lui ai mis la note de 5,5. Ouais, moi j'ai mis 5. C'est un match plutôt correct, comme je l'ai dit. Un petit truc que je pense où il faut qu'il s'améliore, c'est notamment sur la partie débordement, où j'ai beaucoup d'images en tête, où tu as un Thomas Lemar qui cherche son arrière-gauche pour lui mettre la passe, pour lui mettre le décalage, et où bah, Serrano a un petit temps de retard, et où du coup Thomas Lemar est obligé de temporiser une seconde, 2 secondes. Donc voilà, c'est pas des choses rédhibitoires, mais je pense que ça marche de progression, et notamment là. Et Patrice pour compléter sur le jeune Serrano. Non, 5 aussi, un peu de nervosité au début du match, manque de physique sur la fin. Après, c'est vrai que sur les centres, surtout, j'ai trouvé un peu dommage que ce soit pas un peu mieux que ça. Mais sinon, non, bon match de sa part. Voilà, bon, on va passer au milieu. Le buteur, Fabinho. Bah, Patrice, tu avais la parole, je te propose de la garder. Qu'est-ce que tu as pensé du milieu brésilien qui faisait son retour ce soir? Ben, ça faisait du bien, à mon avis, qu'il soit au repos, parce que du coup, je l'ai trouvé beaucoup plus frais. J'ai trouvé qu'il a beaucoup couru, qu'on l'a beaucoup vu, soit à la récupération, soit proposé dans le jeu. Il a même fait quelques petites percées. Bon, en plus, il est le buteur. Il a encore inscrit un penalty. Mais surtout, il ne l'a pas raté. Il s'est fait 17 sur 17, comme on disait tout à l'heure. Moi, je lui ai mis la note de 6. Donc, un très bon match. J'aimerais bien le revoir comme ça plus souvent, même s'il y a des chances que ce soit l'avant-dernier match qu'on le voit. Ouais, 6 pour moi aussi. Je trouvais il a pas mal récupéré de ballons, il était présent. Après, pour aller au-dessus, il aurait fallu qu'il donne un peu plus à la création et même offensivement de manière générale. Et quand même, bah, souligner son penalty. Enfin, c'est un but qui pèse lourd et il faut quand même y en avoir dans le caleçon à ce moment-là du match, à ce moment-là de la saison. Voilà, tous les joueurs ne sont pas capables de ça non plus. Toi, Nicolas, pour le Brésilien. Ouais, un mix de vos commentaires. Il a gratté pas mal de ballons sur tout ça, hein. On l'a vu dans ce secteur-là et moi je lui ai mis 6,5. À côté de lui, son compère lusophone Joao Moutinho. Euh, je me suis fait réflexion d'ailleurs, il y avait. Alors, de toute façon, j'aime bien moi faire des comparaisons avec Moutinho. Il y avait Fabrice Abriel qui commentait le match sur Canal Plus décalé. Bah, je le dis ce soir, Fabrice Abriel n'avait rien à envier à Joao Moutinho. Du coup, je vais continuer sur Moutinho. Je lui ai mis un 5, c'était un bon match correct. Mais un peu comme Fabinho, bah, il y a quand même pas grand-chose pour faire la décision, pour faire accélérer le jeu. J'ai même trouvé qu'un Tillmans qui était maladroit prenait plus ses responsabilités dans le jeu. Donc voilà, il me manque toujours ce petit truc-là chez Moutinho, qui à côté de ça a tiré de bons coups de pied arrêtés. Je le trouve lent en fait. J'ai deux situations en tête où il fait des ouvertures qui sont pas mal, mais qui ont un petit temps de retard et où le joueur du coup est hors jeu. Il en a fait deux comme ça en première mi-temps, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça reste un joueur quand même assez fiable. Nicolas, toi, je sais pas si tu partages. Oui, oui, je vois très bien les actions desquelles tu veux parler. Mais après, dans son rôle, il joue. On connaît le jeu de Moutinho, hein, il distribue, c'est un distributeur. Je crois pas que son jeu casser les lignes, tu le verras jamais casser les lignes. Tu le verras principalement écarter ou libérer ses coéquipiers. C'était plus à Tillmans de casser les lignes et de prendre des risques offensivement. Donc dans ce sens-là, il a fait un match plutôt correct. J'ai trouvé plus agressif qu'à l'accoutumée aussi. Agressif dans le bon sens du terme, où il allait chercher les ballons. Donc Ouais. je lui ai mis Oui, un c'est vrai que dans 6. les duels, il donne pas sa part au chien quand même pour son gabarit. On le voit parfois Mm. bah, se pousser l'adversaire et gratter des ballons comme ça. Donc, tu lui as Ouais, mis, j'ai pas bien entendu. j'ai mis un 6. Et Patrice, toi, tu as mis. Au milieu, 5,5, j'ai mis.
Ah, la synthèse, c'est très bien. Du coup, tu parlais de Tillmans. Je te propose, Nicolas, de continuer sur lui. Toi qui es un peu le porte-parole du Belge chez Radio Diagonale, qui est un peu son représentant, son défenseur. Ouais. Tu disais en intro que c'était peut-être un de ses meilleurs matchs à la SM. Je te laisse développer. C'est un de ses meilleurs matchs dans la confiance. J'ai trouvé qu'il était plus en confiance, qu'il a pris plus de risques techniquement. Il a dribblé, il a tenté des frappes, il a tenté des choses, des passes. Il a fait une très belle passe à Lopez. On voit que ça commence à mieux arriver, quoi. C'est pas s'il est un peu plus précis. Après, il y a encore ces erreurs de concentration là. Je sais pas si vous vous Mm. rappelez de cette passe à 2 mètres en retrait à Fabinho et qui la donne finalement à un Ouais. Stéphanois et qui offre Sur un coup franc, ouais, je crois. sur un coup franc, sur un coup franc et qui offre une situation, pas une situation, mais je veux dire, tu dois pas la Mm. perdre. Donc c'est toujours un peu inégal. Je sais pas, bon, cette saison, ça sera de toute manière une saison à oublier. C'était la saison de l'apprentissage. Moi, j'ai toujours confiance en lui. On m'a dit tellement de bien ici en Belgique de lui que j'ai envie d'y croire. Et je pense que après une année d'apprentissage à tout ce qu'est le championnat de France, tactique de Jardim, etc., j'espère qu'il donnera la pleine mesure de son talent l'année prochaine. Notamment ses frappes de loin. Et tu lui as mis un. Je lui ai mis un 5,5. Patrice, toi, qu'as-tu pensé du Belge? Une 5,5, je l'ai trouvé pas terrible dans son registre en première mi-temps et beaucoup plus intéressant en seconde mi-temps où on l'a beaucoup plus trouvé, il a joué un peu plus haut et il a apporté plus de danger. Donc j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps et j'aimerais bien qu'on le voit jouer comme ça la saison prochaine plutôt. D'ailleurs, il était Et pas moi, content de sortir. ouais, c'est vrai. Moi, j'ai été plus sévère, j'ai mis 4,5 parce que pour moi, c'est pas la deuxième mi-temps, c'est 10, peut-être 10-15 minutes en seconde mi-temps où il a été bien. Et pour moi, c'est pas assez. Ouais, il a fait deux, trois belles passes à ce moment-là. Il a pris des responsabilités, on l'a beaucoup plus vu. C'est à ce moment-là, effectivement, que je l'ai vu en confiance, mais pour moi, c'est pas assez sur un match. Sa première mi-temps, elle est très très mauvaise, j'ai trouvé. Donc voilà, c'est un de ses moins mauvais matchs chez nous, mais comme les autres étaient assez cataclysmiques, ça reste pas assez bon. Et pour moi, c'est pas encore ça. Et je l'aime pas trop à cette place-là en plus. Donc. Du coup, on a déjà parlé de Ronny Lopez, Thomas Lemar, qui a fait un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps, je pense. Coucou Didier. Avec, ouais, alors voilà, on a vu, ça a beaucoup fait parler les gens sur Twitter cette semaine notamment. Peut-être que le Thomas Lemar allait enfin se bouger, vu que Didier Deschamps allait être dans les tribunes. Force est de constater que c'était le cas. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment ce penalty qu'il va chercher à l'énergie et au talent en toute fin de match. C'était pas un match, c'était pas du grand Thomas Lemar. Il y avait encore c'était pas hyper précis dans les passes, dans les centres, mais il y avait beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de prise de responsabilité. Il a tenté des choses, donc voilà, j'ai mis un 6. C'était pas exceptionnel, mais on aurait aimé qu'il ait ne serait-ce que ce niveau depuis quelques semaines. Je sais pas toi, Nicolas, si t'as retrouvé ton Thomas Lemar que t'aimes bien, mais Bon, je pense pas qu'on le retrouvera. Thomas Lemar que j'aimais bien, c'était celui de la saison dernière. voilà. Non, mais à part ça, oui, bon, il avait de la volonté, de la niaque et de la combativité. Ça, c'est déjà quelque chose parce qu'il l'a pas toujours montré cette saison. Le penalty, c'est vrai qu'il va vraiment le chercher. Que ce soit sur son crochet où il met dans le vent une première fois Debuchy avec son centre-tir et puis après hop il va provoquer la faute. Après dans le jeu je le trouve toujours assez stérile, c'est-à-dire qu'il demande le ballon oui, mais il fait pas la différence par ses passes et ça je Il, trouve ça dommage il fait la toupie souvent. Il se ouais il fait la retourne. toupie, mais quand il veut prendre cette responsabilité il demande le ballon. Finalement, il en fait pas grand-chose. Il finit par faire une passe à la Moutinho, donc à orienter le jeu, mais il fait pas une passe tranchante, une passe qui amène à une situation de but. Donc, mais oui, c'était un de ses meilleurs matchs sur les derniers qu'il a disputé. Oui, oui, ça c'est sûr. Et Je lui tu ai l'as mis noté. 6 aussi. Et Ouais. Patrice pour conclure sur Thomas Lemar. 6 aussi. Eh ben voilà, on est tous d'accord. Pour finir sur les titulaires, le crack, le joueur à 190 millions d'euros,
Moussa Sylla, qui a vécu un match quand même compliqué. Moi, je lui ai mis 5 parce que j'ai bien aimé son attitude. Quand Falcao fait ce genre de match, je lui mets 4, mais là, je trouvais que Sylla avait en plus une Privilège de l'âge. faculté à. Ouais, non, puis je trouve qu'il a gratté beaucoup de ballons. Il a vraiment embêté quand même Saint-Etienne dans ce pressing et c'était une tâche très très ingrate. Et il y a deux, trois situations assez intéressantes en première mi-temps qui viennent grâce à lui. Il y a aussi la belle déviation sur Sidibé en deuxième mi-temps. Donc voilà, il n'y en a pas énormément de choses à lui reprocher. Il a encore énormément de choses sur lesquelles il doit progresser dans les prises de balles, dans la protection de balles, dans l'orientation de ses courses, etc. Mais je trouve que son état d'esprit en tout cas est déjà Mm. intéressant. Patrice, toi, qu'est-ce que tu as pensé du petit Sylla? J'étais un tout petit peu plus sévère en lui mettant 4,5, parce que du coup, finalement, on l'a peu vu, parce que malheureusement, il était seul face à 3 défenseurs, donc c'était dur pour lui d'arriver à faire quelque chose. Et après, surtout, c'est dans la finition où il a pêché, parce qu'il a quand même 2 très belles occasions où il doit faire mieux. Sur la première, où il récupère un ballon sur une passe en retrait, il doit, à mon avis, avoir plus l'instinct du buteur et aller droit au but pour frapper plutôt que d'attendre et surtout de se faire rattraper par Perrin. Et sur le coup franc de Lemar, il doit frapper sur le gardien qui est au sol. Donc voilà. Mais après, ça reste quand même intéressant pour un joueur qui est le 4 ou 5e attaquant de notre effectif. Il a quand même assuré un bon intérim. Et Nicolas, pour conclure. Ouais, match difficile. Moi, je l'ai mis 5,5. C'est vrai qu'il a touché que 16 ballons, hein. Je suis en train de voir, j'ai les statistiques sous les yeux. 16 ballons. Mais comme tu l'as dit, on peut pas lui reprocher son implication et sa combativité. Il a quand même pas mal gêné les défenseurs. Enfin, il allait au contact dans les duels, aériens notamment, que ce soit défensif ou offensif. Donc rien que pour ça, bon, qu'est-ce que tu veux lui demander de plus avec 3 tours de contrôle autour de lui pendant tout le match. Donc ouais, un 5,5. Et pour finir, un petit mot sur les remplaçants. Alors, on a déjà pas mal parlé de Djibril Sidibé. Du coup, Nicolas, tu veux prendre qui? Pellegrini ou Rachid Ghezal? Rachid Ghezal, très belle prestation de Rachid Ghezal. Vas-y, parle-nous de Rachon qui a fêté son anniversaire cette semaine. Ouais, qui s'est pris un rouge apparemment Ouais. après le coup de sifflet final. Donc c'est son deuxième rouge de la saison pour un coup de sang, quoi. Après celui de Porto. Il se sera Euh, distingué plus comme ça que dans le jeu. ouais, ouais, bah oui, malheureusement, je crois, il a eu plus de cartons rouges que de buts, hein, si je me trompe pas. Je sais pas, je me souviens d'un but à Lille, mais je sais pas s'il en a mis d'autres. Je sais pas, mais bon, Patrice, en tout cas. Monsieur Stat. Il a mis 2 buts cette saison. Ah Ah ben bah voilà. voilà. Là, il voulait faire. Ah oui, un contre Metz aussi. Il voulait égaliser en termes de carton rouge. Oui, bah non, Lille et c'est Metz, c'est bien ça. Mais il est en vacances du coup, hein. certainement oui, surtout. Surtout. Bon, on sait pas. Apparemment, c'est une petite altercation avec l'arbitre. Donc oui, il va pas prendre qu'un match, ça c'est sûr. Mais oui, on en a parlé. L'entrée combinée avec Sidibé a plutôt fait du bien quand même sur le côté droit. Bon après, il s'est pas distingué Mm. outre mesure. Il n'a pas été dans une situation de frappe ou une passe décisive. Donc une prestation à la Guézal, quoi. Et du coup, Patrice, c'est à toi que revient la lourde tâche de dire un petit mot sur Pietro Pellegrini qui est rentré en fin de match un peu comme contre Caen et qu'on n'a pas énormément vu, je pense. On l'a vu un petit quart d'heure, parce que du coup il est rentré à la 80e. On l'a vu sur quelques actions, notamment ouais, à un moment donné il fait un très bel appel que Lemar l'envoie dans l'axe. Sinon il fait aussi de beaux centres, c'est ce que j'ai noté sur lui. Donc Ouais, on l'a non, presque vu plus en ailier en fait. Il fait un beau oui, débordement. c'est Ouais. ça, ouais. Mm. Il a une bonne vitesse quand même pour quelqu'un qui a l'air de faire son poids quand même. Donc, ça peut être intéressant maintenant, c'est C'est peu de sûr temps de que jeu, c'est faudra pas voir l'année Damien. prochaine surtout. Mais c'est dingue Et on en il fait pas profite du tout parce qu'il est 16 pas ans, là. quoi. C'est assez dingue. Oui. Ouais. C'est un préju. C'est le premier préju blanc. Ouais. Non mais Et du c'est. coup, il n'a toujours pas battu le record de Kylian Mbappé. Il lui reste quoi? Voilà, Combien de il lui jours? reste une occasion. Bah, je sais plus. C'est Romain qui est spécialiste de ça. Il était à 20 Euh, jours.
Je pense Il y qu'il a peut 2 encore semaines, contre non? 3, mais que s'il le fait pas contre 3, Ça marche à je 3 a sais plus. priori. Allez, Pietro, quoi. Pietro On Silla à va lui 3. souhaiter. Du coup, le petit point sur le classement, Monaco, à la surprise générale, est donc deuxième avec 77 points. Enfin, la surprise générale, en tout cas, au vu des dernières journées, c'était quand même plutôt notre pronostic de début de saison. Lyon est troisième avec 75 points et l'OM est quatrième avec 74 points. Et sachant que pour compléter, on a une différence de but qui est désavantageuse face à Lyon et qui est avantageuse face à l'OM, et que ça devrait pas tellement bouger, sauf si il y a des gros écarts sur la dernière journée. La dernière journée, nous on se déplacera à 3. Lyon recevra l'OGC Nice qui joue toujours. Alors 3 joue toujours pour sa survie en Ligue 1. Ils peuvent toujours accrocher, je crois qu'ils peuvent accrocher au mieux la place de barragiste, si j'ai bien compris. Oui. Mais bon, ce qui serait toujours Oui. mieux que forcément que la place de 18e, enfin de 19e. Les barrages en plus, ils les avaient gagnés l'an dernier, ils connaissent bien. Lyon recevra Nice qui joue pour le coup sa place en Europe, donc qui aura de l'enjeu. Et l'OM recevra Amiens, qui ne joue plus rien du tout pour le coup. Donc Monaco a son destin en main pour la qualif en Ligue des Champions et même pour la deuxième place. Pour vous, c'est du tout cuit. On est en Ligue des Champions pour la saison prochaine ou vous restez encore un petit peu prudent? Non, je crois que vu les derniers matchs, il faut rester prudent. Ouais, Patrice, pareil. Alors moi, je pense, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse se faire doubler par l'OM parce qu'il faudrait vraiment, il faudrait que l'OM en gros mette une grosse pilule à Amiens, ce qui après tout est pas impossible, et que nous on perde à 3. Lyon, il y a quand même un petit risque parce que si on fait match nul à 3, que Lyon bat Nice, eux, là ils nous doubleraient. Donc Patrice, je sais pas quel est ton sentiment, toi? Je pense qu'il faut aller à 3 avec l'idée d'aller gagner ce match et pas de prendre de risques. Après, on en saura plus du coup au milieu de semaine puisque la finale de l'Europa League a lieu mercredi. Donc du coup, quand on va jouer le match à 3, on saura combien il y aura de places qualificatives direct à la Ligue des Champions. On saura déjà un peu plus, mais Il y en aura pour moi, 3. faut pas aller, faut pas faire de calcul et gagner directement le match. Voilà, parce que même effectivement, si l'Atlético Madrid remporte cette finale, la troisième place sera qualificative directe. Il y aura donc pas énormément de différence à la deuxième place. Ça fait toujours plaisir néanmoins d'être devant Lyon et Marseille. Et puis il y a le deuxième du coup qui jouera aussi le trophée des champions. Donc c'est plus anecdotique. Ce serait une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise pour d'autres. Mais c'est ça et l'argent enfin la dotation qui sera pas tout à fait la même. Ça risque d'être les principales différences. Donc bah on espère que l'AS Monaco va maintenant, après s'être fait une énorme frayeur, ne va plus lâcher cette deuxième place jusqu'au bout. Il y a un beau total de 80 points à aller chercher aussi, qui est pour égaler celui de l'équipe de Claudio Ranieri. Nous, en tout cas, bah, on sera là en fin de semaine pour la causerie, et puis on sera là aussi, comme d'habitude, pour le débrief. Le dernier débrief de la saison, du coup, samedi soir après le match à 3. Il me reste à vous rappeler notre présence sur les réseaux sociaux, dont vous en avez l'habitude, donc notre chaîne YouTube, à laquelle il faut absolument vous abonner pour être bien au courant de toutes nos publications. Il faut lâcher des pouces bleus sur les émissions, ça va sans dire. Également notre présence sur Facebook et sur Twitter. Et puis notre site internet radio-diagonale.fr. Nicolas, Patrice, bah, je vous remercie pour votre participation et pour vos commentaires éclairés sur ce match. Merci à toi pour ta présentation, Boris. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous et bien sûr, Dagemunegu. Et bisous.